Je passe la parole immédiatement à Steve Gilson qui va ajouter quelques commentaires du point de vue du droit du travail. Et on a déjà noté effectivement que c'était un des points délicats de la directive. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous prie d'ores et déjà d'excuser le caractère relativement limité de l'exposé qui va vous être fait. Ce sont quelques remarques avec un spectre de vision extrêmement étroit. Je crains de vous faire tomber des sommets olympiens vers les entrailles industrielles pour un certain nombre de questions qui sont véritablement tout à fait propres au droit du travail belge et donc qui ont une portée évidemment fort modeste. Deux questions, me semble-t-il, peuvent être analysées lorsque nous avons entendu ces exposés sur cette directive, si on se penche sur le droit du travail belge à cet égard. La première vise à savoir si nous avons en droit belge un dispositif suffisant à l'heure actuelle que pour prétendre soit à ne pas devoir transposer cette directive, soit à estimer que cette transposition sera minime. Et la deuxième question, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est cette question délicate de l'équilibre à trouver entre Charybde et Scylla et de voir si les mesures qui vont être envisagées dans la directive n'ont pas d'impact en termes de droits fondamentaux des travailleurs. Vous verrez que si vous allez consulter les documents, il figure une analyse d'impact, comme toujours. Et dans cette analyse d'impact, on vous dit impact sur les droits fondamentaux, aucun. Eh bien, voilà typiquement une question que l'on va devoir analyser, notamment eu égard à un droit fondamental important qui pourrait être touché, c'est le droit fondamental de la liberté du travail. C'est une liberté qui est considérée comme d'ordre public en droit belge, et donc le travailleur peut-il être touché dans sa liberté au travail par une restriction de sa liberté d'expression en termes de secret d'affaires? Oui, certainement. De quelle façon? Voilà deux sujets sur lesquels nous pourrions avoir quelques réflexions ensemble. Alors, très brièvement, première question, avons-nous un niveau suffisant de protection pour répondre à ces questions très judicieuses qui sont dans l'exposé des motifs de la directive? Vous verrez que la directive évoque un niveau inégal de protection des secrets d'affaires. J'ai eu l'impression, à la lecture de la directive, qu'en tout cas sur la définition, l'article 2, nous avions en droit belge une relative similitude. Si on prend par exemple le texte de base, l'article 17, troisièmement de la loi du 3 juillet 1978, on vous dit que le travailleur devra s'abstenir tant durant l'exécution du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets de fabrication, les secrets d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle. Donc voilà une définition relativement large qui a été beaucoup précisée par la jurisprudence. On n'y prévoit pas, la définition du droit belge est même plus large que celle de la directive, on n'y prévoit pas une exigence de protection spécifique, une nécessité pour l'employeur d'avoir voulu sauvegarder ses secrets, d'avoir mis en place des dispositifs pour les préserver, mais dans les faits, lorsque l'on examine la jurisprudence, on se rend compte que bien souvent, si l'employeur n'est pas capable de prouver qu'il y a eu un minimum de précautions qui ont été prises pour protéger ces informations, il n'arrivera pas à apporter la preuve de leur caractère confidentiel. De même, en ce qui concerne le caractère licite ou illicite de la divulgation, je pense que le droit belge ne sera pas bouleversé par la directive. Nous partageons des considérations qui sont identiques, qui sont en Belgique, essentiellement au niveau du droit du travail, issues de considérations jurisprudentielles. Nous aurions ici alors un socle législatif. Sur la procédure, par contre, on pourrait peut-être avoir quelques éléments. Premier élément, c'est la prescription. Vous avez entendu notre collègue qui vous disait, voilà, c'est une prescription qui est fort courte, celle qui est prévue dans la directive. Il faut savoir qu'en droit belge, la prescription en droit du travail est très courte également, puisque à part si nous nous basons sur une infraction pénale, la violation de l'article 309 du Code pénal, secret d'affaires et de secret de fabrication, secret de fabrique plutôt,
nous sommes dans une situation où, à part cela, nous sommes dans une prescription d'1 an. Et donc, nous sommes dans la prescription minimale qui est prévue par la directive. On voit que la directive prévoit 1 à 2 ans, pourrait rester comme telle. C'est évidemment à partir de la connaissance des faits, mais il n'en demeure pas moins que cela reste quelque chose de relativement court. Je crois que là où il y a, mais ce n'est pas propre au droit du travail, le plus de nouveautés potentielles, c'est sur la question de la procédure de protection des secrets ou des éléments à caractère confidentiel durant les procédures judiciaires. On peut dire qu'en droit du travail en Belgique, mais c'est quasiment la même chose dans beaucoup d'autres procédures judiciaires, nous ne connaissons absolument rien. À savoir que si un employeur vient se plaindre de la divulgation par un travailleur d'un secret d'affaires, eh bien, il va venir le débattre en audience publique avec l'entreprise qu'il aura assignée comme tierce complice et sans aucune protection particulière. Là, je pense que c'est le chantier le plus grand, mais pas propre au droit du travail, il est propre à l'ensemble du droit judiciaire et va poser des questions en termes de procès équitable. En ce qui concerne les mesures provisoires et conservatoires, je pense que nous avons déjà en Belgique une multitude de procédures diverses et variées. L'employeur peut porter la cause devant le tribunal du travail, qui reste compétent même après le licenciement, même après la cessation du contrat de travail, que ce soit au fond ou que ce soit en référé. Et puis, il peut évidemment utiliser également des procédures en cessation, comme en référé, des procédures en référé, des procédures au fond devant le tribunal de commerce, le cas échéant. Donc nous avons déjà une multitude de procédures, ce que la doctrine déplore, parce que nous avons, selon la qualité de la personne, est-ce que l'ancien travailleur, est-il resté travailleur? Travaille-t-il pour un tiers? Ou au contraire, a-t-il constitué lui-même sa propre entreprise? Devient-il une entreprise qui pourrait être assignée devant le tribunal de commerce? Donc nous avons déjà énormément de procédures à ce sujet. Je ne crois pas qu'il faille multiplier celles-ci, sous peine peut-être de troubler le tableau général. Je crois que la difficulté de ces procédures, c'est plutôt leur efficacité et leur effectivité au niveau de la mise en œuvre. La faiblesse, je crois, de la jurisprudence à ce sujet est liée essentiellement à la difficulté d'apporter la preuve de la divulgation de ces secrets d'affaires et surtout de bien déterminer ce que sont ces secrets d'affaires, avec évidemment un conseil pratique que la loi n'encadre pas, mais ce sont les clauses qui viennent détailler avec de manière précise ce que sont les secrets d'affaires dans les secteurs déterminés et qui permettent alors de faciliter. Et il n'y a pas d'encadrement législatif au niveau du droit du travail de ce type de clauses. Les clauses de secret, les clauses d'interdiction de concurrence déloyale. Voilà des clauses qui peuvent paraître inutiles puisque la loi prévoit déjà qu'on ne peut pas divulguer des secrets. La loi prévoit déjà qu'on ne peut pas faire de concurrence déloyale, toujours dans ce même article 17. Mais en même temps, elles ont le mérite de pouvoir déterminer ce que l'on entend par une information qui a un caractère secret. Vous le savez, selon l'entreprise dans laquelle vous travaillez, une liste de clients ne va pas nécessairement avoir un caractère confidentiel ou non. Deuxième question, le nouveau projet est-il neutre à l'égard des droits fondamentaux des travailleurs, notamment au niveau de la liberté du travail? Je crois qu'il y a un élément extrêmement important qui doit être rappelé et qui est souvent évoqué dans la jurisprudence belge. On parle dans la directive du souhait d'éviter des obstacles au commerce, au droit de commerce légitime, mais quid de la liberté du travail, notamment par rapport aux connaissances normales que le travailleur acquiert dans le cadre de son occupation. En droit belge, dans les faits, on se rend compte que le travailleur acquiert légitimement, et ça s'incorpore, ça s'intègre à son expérience professionnelle, toute une série de connaissances. On ne va pas parler d'un know-how protégé, mais on pourrait parler d'un savoir-faire qui lui est personnel et qui est lié à son activité, qui va prendre parfois des formes qui vont être très très proches du secret d'affaires. Il va connaître un marché, il va connaître des personnes clés dans ce marché. Ces connaissances, il ne pourra jamais en faire abstraction. Et la jurisprudence en droit belge précise qu'il a le droit de les utiliser, même si c'est au profit d'un autre employeur, tout comme ce tour de main particulier que l'ouvrier pourrait avoir acquis, ou ce savoir-faire qui s'incorpore à son expérience et qu'on ne pourra jamais lui ôter. Je crois que cela
c'est effectivement un élément qui doit être précisé et qui pourrait être extrêmement important. C'est qui doit bien se distinguer évidemment du savoir-faire de l'entreprise, qui ne doit pas s'incorporer dans des éléments spécifiques qui appartiennent à l'entreprise, mais qui concernent expressément le savoir-faire du travailleur. Là, il y a une question d'équilibre. On sait que si l'employeur veut éviter que le travailleur ne se serve de ce savoir-faire particulier, il n'a pas d'autre solution que la clause de non-concurrence. Toutefois, une des difficultés en droit belge, c'est que la clause de non-concurrence est très réduite du fait du dispositif protecteur unilatéralement impératif en faveur du travailleur. Elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Et à part la clause dérogatoire pour certaines entreprises qui ont des activités de recherche et qui sont au niveau international, on peut dire que la clause de non-concurrence n'est pas extrêmement pratique en droit belge, limitée au territoire belge, au maximum de 12 mois. Il faut payer une indemnité égale au minimum à la moitié de la rémunération afférente à la période couverte, donc 6 mois d'indemnité, et elle ne sort pas ses effets en cas de licenciement. Donc autant dire que c'est une clause qui n'est pas extrêmement protectrice en ce qui concerne l'employeur. Évidemment, la législation, articles 65 et 86, vise à protéger le droit du travail du travailleur. Mais c'est peut-être là qu'il pourrait y avoir un effort particulier, puisque, on le sait, cette clause de non-concurrence, même si elle est valable, même si vous allez pouvoir l'intégrer, elle n'aura une valeur que maximum pendant 1 an, en ce qui concerne la clause de non-concurrence de base. Or, le secret d'affaires, bien lui, son intérêt est de perdurer. Et secret d'affaires, c'est comme ça d'ailleurs qu'on voit l'intérêt du secret d'affaires par rapport à des droits de propriété intellectuelle, par rapport à des brevets, c'est que le secret d'affaires, lui, ne s'éteint en théorie jamais, tant du moins qu'il reste secret. Il y a une question dans la directive qui m'a beaucoup intéressé et qui a été bien abordée, je trouve, c'est la question, et j'en terminerai par là, des informations au niveau des contacts avec les syndicats. Vous verrez que la directive explique qu'on ne va pas pouvoir invoquer ces secrets d'affaires dans un certain nombre de cas, et notamment dans le cadre des informations et de la consultation des travailleurs. On n'en attendait pas moins, évidemment, du législateur européen, puisque, en application de la directive 2002-14, nous avons des obligations d'information des représentants des travailleurs dans l'entreprise. En droit belge, on a transposé cela de manière très générale et on ne prévoit pas en fait d'exception en ce qui concerne par exemple les communications que l'employeur doit faire au conseil d'entreprise. À savoir que l'employeur, lorsqu'il a une information qu'il estime être un secret d'affaires ou quelque chose de caractère confidentiel et qu'il doit le communiquer, parce que ça fait partie des informations qui doivent être signalées aux représentants des employeurs, il peut dire que c'est confidentiel. Et donc, à ce moment, on voit que les représentants des travailleurs sont tenus eux-mêmes à une obligation de confidentialité. Toutefois, là, dans la pratique, on est confronté à une difficulté majeure. Cette difficulté majeure, c'est comment faire respecter cette effectivité de cette confidentialité. On sait qu'elle est relativement inexistante. Elle est relativement inexistante parce que dans les conseils d'entreprise siègent des représentants des travailleurs et des employeurs, et les représentants des travailleurs peuvent légitimement signaler qu'ils sont mandatés par 2 types de personnes. D'abord, par les travailleurs de l'entreprise qui les ont élus, mais aussi ensuite par les organisations représentatives qui ont présenté ces travailleurs sur les listes. Donc, dans les faits, à ma connaissance, il n'y a jamais de confidentialité entre les informations qui sont communiquées au conseil d'entreprise et, d'une part, les organisations syndicales qui parfois envoient des permanents pour assister en tant qu'observateurs aux réunions des conseils d'entreprise, et ensuite, les membres et évidemment le personnel, de sorte que, voilà, imaginons par exemple des informations liées à des difficultés commerciales qui vont entraîner une procédure en Belgique de réorganisation judiciaire, procédure qui va être signalée, évidemment, aux représentants du personnel. Cela pourrait être considéré comme confidentiel du fait de l'impact commercial. Malheureusement, la confidentialité est toute virtuelle. Voilà, me semble-t-il, un sujet sur lequel la directive, très soucieuse des droits de consultation et d'information des travailleurs, laisse un large spectre au niveau de la communication, alors que c'est typiquement une matière sur laquelle on pourrait, me semble-t-il, prévoir des exceptions à la communication au niveau des informations. Il y a une petite solution en droit belge qui a été mise en place dans une disposition précise,
qui ne porte que sur le caractère confidentiel, c'est la possibilité de demander une forme d'arbitrage, si vous voulez, de l'inspection sociale pour savoir si une information est confidentielle ou non. Ben voilà typiquement un élément qui permettrait, le cas échéant, de faire une balance d'intérêt entre une information confidentielle que l'on ne veut pas communiquer aux représentants des travailleurs parce que c'est confidentiel et la nécessité d'informer ceux-ci et la nécessité pour eux de savoir qu'on n'invoque pas la confidentialité à tout bout de champ pour leur empêcher d'avoir des informations. J'en termine par une réflexion sur la nécessité d'avoir cette effectivité, parce que c'est ça finalement le problème de la protection de ces secrets d'affaires. On peut exactement se poser le même type de questions pour des secrets qui sont liés à la vie privée du travailleur. Vie privée du travailleur sur lequel nous avons des dispositions. Il y a des dispositions évidemment d'inspiration européenne également, mais qui souffrent énormément par un manque total d'effectivité. La question est comment peut-on asseoir cette effectivité? À l'heure actuelle en Belgique, sur la protection de la vie privée, cette effectivité prend un coup dans l'aile extrêmement important du fait, vous le savez, de la jurisprudence de la Cour de cassation, la jurisprudence Antigone et Manon, qui vous dit que les preuves recueillies irrégulièrement, de manière illicite, ne sont pas nécessairement écartées des débats. Auparavant, en droit de la preuve, c'est ça qui constituait la bonne protection de la vie privée, c'est que l'information que vous alliez obtenir en violation de la vie privée, elle allait être écartée des débats. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas nécessairement. Autre hypothèse, c'est éventuellement la sanction pénale. Mais la sanction pénale, on l'a vu tout à l'heure, celle prévue par l'article 309 du Code pénal en Belgique pour la divulgation des secrets de fabrication, elle exige un dol spécial, à savoir une divulgation avec une intention méchante ou frauduleuse. Il y a très très peu d'applications et de condamnations sur base de cette disposition. La directive ne prévoit pas de sanction pénale. Je ne suis pas un farouche partisan de la pénalisation à outrance de la vie économique, mais il faut quand même bien constater que, aussi bien pour la vie privée que pour les secrets d'affaires, un élément dissuasif pourrait être des sanctions pénales, sachant par exemple que pour la vie privée, quand on sait que la commission de la vie privée peut dénoncer au parquet, mais que le parquet ne poursuit quasiment jamais les infractions relatives à la vie privée, on en aboutit à la conclusion rapide qu'il s'agit finalement de crimes sans châtiment. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention monacale. Vous allez remonter immédiatement dans les hautes sphères du droit avec Vincent.